Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 3. Le capitaine Raj Lyubov avait mal à la tête. La douleur avait commencé par s'insinuer doucement dans les muscles de son épaule droite, pour ensuite remonter en crescendo, jusqu'à se transformer en un assourdissant bruit de tambour au-dessus de son oreille droite. Les centres de la parole sont situés dans la partie gauche du cortex cérébral, pensa-t-il. Mais il n'aurait pas dû dire à voix haute. Il ne pouvait pas parler, ni lire, ni dormir, ni réfléchir. Écorce, entorse, migraine et céphalée, margarine et cétacée, aïe aïe aïe. Bien sûr, on l'avait guéri de sa propension aux migraines à l'université, jadis, et il avait subi un second traitement pendant les séances obligatoires de psychothérapie prophylactique de l'armée, mais il avait emmené quelques pilules d'ergotamine lorsqu'il avait quitté la Terre, en cas de besoin. Il venait d'en prendre 2, ainsi qu'un hyper-extra-super analgésique et un tranquillisant, plus une pilule digestive censée contrecarrer l'effet de la caféine qui contrecarrait l'effet de l'ergotamine, mais le poinçon continuait de le perforer de l'intérieur, juste au-dessus de l'oreille droite, au rythme de la grosse caisse. Poinçon, pilon, guignon, potion. Ô mon Dieu, délivrez-nous, Seigneur! Délivre et nous. Que feraient les Hatchers en cas de migraine? Ils n'en auraient pas. Ils auraient repoussé les tensions via le rêve d'éveil une semaine avant de les ressentir. Et c'est ça, essaie de rêver en éveil. Commence par ce que Selver t'a appris. Bien que ne pouvant pas vraiment saisir le principe de l'EEG, puisqu'il ne connaissait rien à l'électricité, dès qu'il avait entendu parler des ondes alpha et du moment où elles apparaissaient, le créate avait déclaré « Oh oui, tu parles de ça !» Et les gribouillis caractéristiques s'étaient aussitôt dessinés sur le ruban quadrillé, enregistrant ce qui se passait dans sa petite tête verte. Il avait en outre appris à Lyubov comment démarrer et arrêter des rythmes alpha en une seule leçon d'une demi-heure. Cela n'avait vraiment rien de compliqué. Mais pas maintenant. Le monde est trop présent chez nous, aïe aïe aïe. Au-dessus de l'oreille droite, j'entends toujours le char ailé du temps qui se rapproche à toute allure, car l'avant-veille, les Hatchiens avaient brûlé le camp Smith et tué 200 hommes, 207 pour être précis. Tout le monde, à part le capitaine. Pas étonnant que des pilules ne parviennent pas à atteindre le centre de sa migraine, car celle-ci se trouvait sur une île à 300 km de là et 2 jours dans le passé, très loin, de l'autre côté des collines. Des cendres, tout s'effondre, et parmi les cendres, toute sa connaissance des êtres vivants intelligents du monde 41, de la poussière, des décombres, un gâchis de fausses données et d'hypothèses erronées, presque 5 années T sur cette planète, et il avait cru les acheter incapables de tuer d'autres hommes de sa race ou de la leur. Il avait rédigé de longs rapports afin d'expliquer comment et pourquoi cela leur était impossible. Tous faux, mortellement faux. Qu'avait-il donc bien pu louper? Il était presque temps de se rendre au QG pour la réunion. Lyubov se redressa prudemment, relevant d'un coup son corps entier de sorte que le côté droit de sa tête ne s'écroule pas. Il s'approcha de son bureau d'une démarche évoquant celle d'un homme qui se déplacerait sous l'eau, puis se servit une rasade de vodka distribution générale qu'il avala d'un trait. La boisson le remit d'aplomb, l'extravertit, le normalisa. Se sentant mieux, il sortit, mais se sachant incapable de supporter les chaos de sa moto, il entreprit de marcher jusqu'au QG en descendant la longue et poussiéreuse rue principale de Centralville. En passant devant le luau, il songea avec gourmandise à prendre une autre vodka, mais le capitaine Davidson apparut au même instant dans l'encadrement de la porte et Lyubov poursuivit son chemin. Des hommes du Shackleton se trouvaient déjà dans la salle de conférence. Le commandant Young, qu'il avait déjà rencontré, avait cette fois ramené de l'orbite quelques nouveaux visages. Ils ne portaient pas l'uniforme de la flotte.
Au bout d'un moment, Lyubov se rendit compte, non sans un léger choc, que ces gens-là étaient des humains non terriens. Il demanda aussitôt à ce que les présentations soient faites. L'un d'eux, Monsieur Orr, était un Sétien velu, gris sombre, trapu, l'air austère. L'autre, Monsieur Le Pennon, était grand, blanc et d'un abord avenant. Un Aïnien. Ils accueillirent Lyubov avec intérêt et Le Pennon déclara « Je viens de lire votre rapport sur le contrôle conscient du sommeil paradoxal chez les Hatchéens, Dr Lyubov. » Ce qui était agréable à entendre, tout comme il appréciait d'être appelé par son titre mérité de docteur. Leur conversation indiquait qu'ils avaient passé quelques années sur Terre, qu'ils étaient peut-être des ethnologues ou quelque chose dans le genre. Mais les présentant, le commandant n'avait indiqué ni leur statut ni leur rang. La salle se remplissait. Goss, l'écologiste de la colonie, ne tarda pas à arriver, de même que le capitaine Susun, chef du développement planétaire, les opérations d'abattage et d'exploitation de la forêt, dont le grade, comme celui de Lyubov, était une invention nécessaire au repos de l'esprit militaire. Le capitaine Davidson se pointa, seul, élégant, le dos bien droit, son visage maigre aux traits durs, aussi calme que sévère. Des gardes vinrent se positionner à chaque porte. Les coups des militaires restaient raides comme des pieds de biche. Cette conférence était à l'évidence une enquête. À qui la faute? À moi, songea tristement Lyubov, qui, malgré le désespoir qu'il ressentait, fixa sur le capitaine Davidson installé de l'autre côté de la table des yeux empreints d'aversion et de mépris. Le commandant Young parlait d'une voix tranquille. « Comme vous le savez, messieurs, mon vaisseau s'est arrêté ici, à proximité du monde 41, pour vous déposer un nouveau chargement de colons, rien de plus. Le Shackleton a pour mission de rejoindre le monde 88, Presno, qui fait partie du groupe Aïnien. Cependant, cette attaque de votre avant-poste, puisque le hasard a fait qu'elle s'est produite pendant la semaine qu'on devait passer ici, ne peut être simplement ignorée. Particulièrement à la lumière de certains faits nouveaux dont vous n'auriez été informé qu'un peu plus tard si les événements avaient suivi leur cours normal. Le fait est que le statut du monde 41 en tant que colonie terrienne est actuellement sujet à révision, et que le massacre de votre camp peut accélérer les décisions de l'administration à ce sujet. Naturellement, les décisions que nous pouvons prendre doivent être arrêtées rapidement, car il m'est impossible de laisser mon vaisseau ici très longtemps. Nous souhaitons tout d'abord nous assurer que les faits relatifs à cette affaire sont tous en la possession des personnes présentes. Le rapport du capitaine Davidson sur les événements du camp Smith a été enregistré, et nous l'avons tous écouté à bord du vaisseau. Il en est de même ici? Bien. Bon, si l'un d'entre vous désire poser des questions au capitaine Davidson, allez-y. J'en ai une moi-même. Capitaine Davidson, vous êtes retourné sur le site du camp à bord d'une grosse puce le lendemain, avec 8 soldats. Aviez-vous la permission d'un officier supérieur de Central pour effectuer ce vol? Davidson se leva. Oui, monsieur. Aviez-vous l'autorisation de vous poser et de mettre le feu à la forêt qui entourait le camp? Non, monsieur. Et pourtant vous avez déclenché des incendies? Oui, monsieur. Je voulais enfumer les créates qui avaient tué mes hommes. Très bien. Monsieur Le Pennon? Le grand Aïnien s'éclaircit la voix. Capitaine Davidson, demanda-t-il, pensez-vous que vos subordonnés au camp Smith étaient pour la plupart satisfaits de leur sort? Oui, je le crois. Le ton de Davidson était aussi direct que ferme. Le gradé semblait totalement indifférent au fait qu'il avait des ennuis. Bien sûr, ni ses officiers de la flotte ni ses étrangers n'avaient la moindre autorité sur lui. C'était à son propre colonel qu'il devait répondre de la perte de 200 hommes et des représailles non autorisées qui s'étaient ensuivies. Mais son colonel se trouvait justement là, à écouter la conversation. Ils étaient donc bien nourris, bien logés, n'avaient pas trop de travail, pour autant que cela soit possible dans un camp frontalier. Oui. La discipline était-elle maintenue avec beaucoup de sévérité? Non, absolument pas. Dans ce cas, qu'est-ce qui a motivé cette révolte, à votre avis? Je ne comprends pas. Si aucun d'eux n'était mécontent, pourquoi certains d'entre eux ont-ils massacré les autres et détruit le camp? S'ensuivit un silence embarrassé. Puis-je dire un mot? Intervient Lyubov. Ce sont les Fauvis autochtones, les Hatchéens employés au camp qui se sont joints à une attaque des habitants de la forêt contre les humains terriens. Dans son rapport, le capitaine Davidson désigne les Hatchéens sous le nom de créates. Le Pennon semblait aussi gêné qu'inquiet. Merci, Dr Lyubov.
J'avais tout compris de travers. Pour tout vous dire, je pensais que le terme créate désignait une caste terrienne s'occupant plus particulièrement des travaux manuels dans les camps de déboisement, croyant, comme nous tous, qu'au niveau intraspécifique, les Atchéens étaient non agressifs. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent constituer le groupe en question. En fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'ils coopéraient avec vous dans vos camps. Quoi qu'il en soit, j'ai d'autant plus de peine à comprendre ce qui a suscité cette attaque et cette mutinerie. Je ne sais pas, monsieur. Quand il dit que ses subordonnés étaient satisfaits de leur sort, le capitaine inclut-il les indigènes demanda le Sétien, Or, dans un marmonnement sec. Le Haïnien embraya aussitôt pour demander à Davidson de sa voix courtoise, mais quelque peu préoccupée. Les Atchéens qui vivaient au camp étaient-ils satisfaits d'après vous? Pour autant que je sache. Il n'y avait rien d'habituel dans leur situation là-bas ou dans le travail qu'ils devaient accomplir? Lyubov sentit la tension monter. Un unique tour d'écrou chez le colonel Dong et son état-major, de même que chez le commandant de l'astronef. Davidson, pour sa part, demeura parfaitement calme, décontracté. Rien d'inhabituel, non. Lyubov savait à présent que seules ses études scientifiques avaient été envoyées au Shackleton. Ses protestations et même ses évaluations annuelles de la réaction indigène à la présence coloniale requise par l'administration avaient été conservées dans un quelconque tiroir tout au fond du QG. Ces deux humains NT ignoraient tout de l'exploitation des Atchéens. Le commandant Young, lui, en avait bien sûr connaissance. Il était descendu avant cette rencontre et avait certainement vu les enclos à Créate. De toute façon, un commandant de la flotte en tournée coloniale ne devait pas avoir grand-chose à apprendre des relations entre terriens et fauvis. Qu'il approuve ou non la manière dont l'administration coloniale gérait sa petite entreprise, il n'y avait sans doute pas grand-chose qui puisse le choquer. Mais un Sétien et un Haïnien, que pouvaient-ils bien savoir des colonies terriennes, à moins que le hasard ne les dépose sur l'une d'elles lors d'un voyage vers un autre monde? Le Pennon et Or n'avaient nullement prévu de mettre le pied sur cette planète initialement, mais ayant entendu parler de troubles, ils avaient insisté. Pourquoi le commandant les avait-il fait venir? Était-ce sa décision ou la leur? Quel qu'il soit, une impression d'autorité émanait d'eux, une bouffée de cette odeur sèche et grisante du pouvoir. La migraine de Lyubov avait disparu. Il se sentait alerte, surexcité, presque fiévreux. « Capitaine Davidson, dit-il, j'ai plusieurs questions relatives à votre confrontation avec les 4 indigènes il y a 2 jours. Vous êtes certain que l'un d'eux était Sam ou Selver Thele? C'est ce que je crois, oui. Vous êtes conscient du fait qu'il éprouve envers vous une rancune personnelle? Je ne sais pas. Vraiment? Depuis que son épouse a péri dans vos quartiers immédiatement après des rapports sexuels avec vous, il vous tient pour responsable de sa mort. Vous ne le saviez pas? Il vous avait déjà attaqué une fois ici même à Centralville. Vous l'aviez oublié. Bref, le fait est que la haine personnelle qu'inspire à Selver le capitaine Davidson pourrait expliquer en partie cet assaut sans précédent. J'y vois en tout cas une potentielle motivation. Les Atchéens ne sont pas incapables de violence personnelle. Je n'ai jamais rien prétendu de tel dans aucune de mes études. Les adolescents qui n'ont pas maîtrisé le rêve contrôlé ou le champ de rivalité pratiquent souvent la lutte et le combat au poing, et pas toujours d'une manière conviviale. Mais Selver est un adulte, et un adepte. Sa première attaque personnelle contre le capitaine Davidson, dont j'en ai en partie été le témoin, était très certainement une tentative de meurtre, tout comme l'a été la riposte du capitaine, soit dit en passant. À l'époque, j'ai pris cette agression pour un incident psychotique isolé, dû au chagrin et au stress, qui ne risquait guère de se répéter. J'avais tort. Capitaine, quand les 4 Atchéens vous ont sauté dessus par surprise, ainsi que vous le décrivez dans votre rapport, êtes-vous tombé à terre? Oui. Dans quelle position? Le visage calme de Davidson se tendit visiblement, et Lyubov sentit l'envahir une petite pointe de scrupule. Il voulait prendre Davidson à son propre mensonge, le forcer à dire au moins une fois la vérité, pas l'humilier devant les autres. Les accusations de viol et de meurtre confortaient Davidson dans l'image qu'il se faisait de lui-même, celle d'un homme éminemment viril, sauf qu'à présent la dite image était menacée. Lyubov avait évoqué un portrait de lui, le soldat, le combattant, l'homme robuste au sang-froid inébranlable, mis à terre par des ennemis pas plus hauts que des enfants de 6 ans. Qu'est-ce que ça lui coûtait dès lors de se remémorer cet instant où il gisait par terre, les yeux levés vers les petits hommes verts plutôt que l'inverse? J'étais sur le dos. Votre tête était-elle rejetée en arrière ou tournée sur le côté?
Je ne sais plus. Je m'efforce d'établir un fait, capitaine. Un fait susceptible de contribuer à expliquer pourquoi Selver ne vous a pas tué, malgré la haine qu'il vous porte, et sa participation au massacre de 200 hommes quelques heures plus tôt. Je me demandais si, par hasard, vous ne vous seriez pas retrouvé dans l'une des positions qui, lorsqu'elle est adoptée par un Natchéen, empêche son adversaire de mener à son terme son agression physique. Je ne sais pas. D'un regard, Lyubov fit le tour de la table. Tous les visages exprimaient de la curiosité et certains de la tension. Ces gestes et postures suspensifs possèdent peut-être une base innée, un reste quelconque de réflexes de survie instinctif. Mais ils n'en sont pas moins socialement répandus et appris, bien entendu. Le plus fort et le plus accompli d'entre eux est une position allongée, sur le dos, les yeux fermés, la tête tournée de telle sorte que la gorge soit largement exposée. Je pense qu'un Natchéen des cultures locales se découvrirait incapable de frapper un ennemi qui adopterait cette position. Il lui faudrait faire autre chose pour apaiser sa colère ou son accès d'agressivité. Une fois que vous vous êtes retrouvé à terre, capitaine, Selver n'aurait-il pas chanté? N'aurait-il pas quoi? Chanté. Je ne sais pas. Blocage. Zone interdite. Lyubov était sur le point de hausser les épaules et de laisser tomber quand le Sétien s'immisça dans la conversation. Pourquoi, monsieur Lyubov? La caractéristique la plus séduisante du tempérament sétien, par ailleurs plutôt bourru, était la curiosité. Une curiosité inopportune, inépuisable. Les Sétiens mouraient avec impatience, curieux de découvrir ce qui les attendait ensuite. Voyez-vous, dit Lyubov, les Atchéens se servent d'une sorte de chant rituel pour remplacer le combat physique. Là encore, il s'agit d'un phénomène social universel, susceptible d'avoir une base physiologique, même s'il s'avère très difficile d'affirmer qu'il y a quoi que ce soit d'inné chez les êtres humains. Il n'en reste pas moins que, chez tous les primates évolués vivant sur cette planète, la rivalité vocale se pratique lorsque deux mâles s'affrontent, avec force hurlement et sifflement. Le mâle dominant finira peut-être par donner une gifle à l'autre, mais en général il se contente de passer près d'une heure à s'évertuer à crier plus fort que l'autre. Les Atchéens eux-mêmes y voient des similarités avec leur duel de chant, qui ne se pratique également qu'entre deux mâles. Mais comme eux-mêmes le font remarquer, les leurs ne se résument pas à des décharges d'agressivité, mais constituent une forme d'art. C'est le meilleur artiste qui gagne. Je me demandais si Selver avait chanté au-dessus du capitaine Davidson et, dans l'affirmative, s'il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas tuer ou parce qu'il préférait une victoire sans effusion de sang. La résolution de ces questions devient brusquement très urgente. « Docteur Lyubov, » intervint le Pennon, « dans quelle mesure ces moyens de canaliser l'agressivité sont-ils efficaces? Sont-ils universels? Parmi les adultes, oui. C'est du moins ce que m'ont affirmé mes informateurs, et toutes mes observations confirmaient leur dire jusqu'à avant-hier. Le viol, l'attaque violente et le meurtre n'existent pratiquement pas chez eux. Il y a des accidents, bien sûr, et des psychotiques, mais bien peu. Qu'est-ce qu'ils font, des psychotiques dangereux? Ils les isolent, littéralement, sur de petites îles. Les Atchéens sont carnivores. Ils chassent les animaux? Oui, la viande est un de leurs aliments de base. Fantastique, fit le Pennon, dont la peau blanche pâlit davantage encore d'excitation. Une société humaine possédant une barrière efficace contre la guerre. Quel en est le prix, docteur Lyubov? Je n'en suis pas sûr, monsieur le Pennon. Le changement, peut-être. C'est une société statique, stable et uniforme. Ils n'ont pas d'histoire. Imaginez-les parfaitement intégrés et complètement stationnaires. On pourrait dire qu'ils ont atteint un état optimal, comme la forêt dans laquelle ils vivent. Mais je n'insinue pas pour autant qu'ils sont incapables d'adaptation. Messieurs, tout cela est très intéressant, mais dans un cadre de référence passablement spécialisé, et cela s'éloigne peut-être un peu du contexte que nous nous efforçons de clarifier ici. Non, excusez-moi, colonel Dong, mais il s'agit peut-être là du problème. Oui, docteur Lyubov? Eh bien, je me demande s'ils ne sont pas en train de démontrer leur faculté d'adaptation en adaptant leur comportement au nôtre, à la colonie terrienne. Pendant 4 ans, ils se sont conduits envers nous comme ils le font entre eux. Malgré les différences physiques, ils nous reconnaissent comme des membres de leur espèce, comme des hommes. Sauf que nous n'avons pas répondu comme l'auraient fait des membres de leur espèce. Nous avons ignoré les réactions, droits et obligations de la non-violence. Nous avons tué, violé, éparpillé et asservi les humains indigènes. Nous avons détruit leur communauté et abattu leurs forêts. Il ne serait pas surprenant qu'ils aient fini par se convaincre que nous n'étions pas humains, et qu'on peut donc être tués
comme des animaux. Oui, oui, dit le Sétien, en amateur de logique qu'il était. Mais le visage de Le Pennon semblait aussi dur que de la pierre blanche désormais. Asservi demanda-t-il. Le capitaine Lyubov exprime ses opinions et théories personnelles, Intervint le colonel Dong. que j'estime pour ma part potentiellement erronées. D'ailleurs, lui et moi avons déjà discuté de ce genre de choses par le passé, bien que le présent contexte ne s'y prête guère. Nous n'employons pas d'esclaves, monsieur. Certains indigènes jouent un rôle utile dans notre communauté. Le corps de travail autochtone volontaire participe à toutes nos activités, sauf dans les camps temporaires. Nous disposons d'un personnel très limité pour accomplir nos tâches ici, et nous avons besoin de travailleurs, et nous avons recours à ce que nous avons sous la main. Mais cela ne peut en aucun cas être considéré comme une forme d'esclavage. Sûrement pas. Le Pennon, qui était sur le point de prendre la parole, la laissa néanmoins au Sétien, qui se borna à demander « Combien y a-t-il de représentants de chaque race sur cette planète ?» 2641 terriens, désormais, répondit Gauss. Lyubov et moi estimons la population fauvi indigène à 3 millions, grosso modo. Vous auriez dû prendre ces statistiques en considération avant d'altérer les traditions locales, messieurs, s'exclama Orr avec un rire déplaisant, mais tout à fait sincère. Nous sommes suffisamment bien armés et équipés pour résister à n'importe quel type d'agression indigène, répliqua le colonel. Il y avait cependant un consensus général, à la fois parmi les premières missions d'exploration et les spécialistes de notre propre groupe de recherche ici présent, dirigé par le capitaine Lyubov, qui nous laissait entendre que les nouveaux Tahitiens formaient une espèce primitive, inoffensive et pacifique. Mais ces informations étaient de toute évidence erronées. À l'évidence, l'interrompit Orr. Considérez-vous l'espèce humaine comme primitive, inoffensive et pacifique, colonel? Non. Vous saviez-vous que les fauvis de cette planète étaient humains? Aussi humains que vous et moi, ou le Pennon, puisque nous descendons tous de la même souche aïnienne originelle? Il s'agit là d'une théorie scientifique. Personnellement, je pense que... Colonel, c'est un fait historique. Je ne suis pas obligé de l'accepter comme un fait, rétorqua le vieux colonel qui commençait à s'échauffer. Et je n'aime pas qu'on essaie de me forcer à avaler de simples opinions. Le fait est que ces créates mesurent 1 mètre de haut, qu'ils sont couverts de fourrure verte, qu'ils ne dorment pas, et ne sont pas des êtres humains selon mon cadre de référence. Capitaine Davidson, demanda le Sétien, considérez-vous les fauvis comme des humains, oui ou non? Je ne sais pas. Mais vous avez eu des rapports sexuels avec une fauvie, l'épouse de Selver. En auriez-vous eu un avec un animal femelle? Et vous autres? D'un regard, il fit le tour des présents. Le colonel empourpré, les majors à l'air mauvais, les capitaines livides et les spécialistes obséquieux. Une vague de mépris déferla sur son visage. « Vous n'avez pas fait le tour de la question, » dit-il, ce qui, selon ses critères, était une violente insulte. Le commandant du Shackleton finit par sauver quelques paroles de ce gouffre de silence embarrassé. « Eh bien, messieurs, la tragédie du Camp Smith est clairement liée à l'ensemble des relations qu'entretiennent la colonie et les indigènes, et n'est en aucun cas un épisode insignifiant ou isolé. C'est ce que nous devions établir. Comme tel est le cas, nous pouvons dans une certaine mesure vous aider à atténuer les problèmes qui se posent à vous. Le but principal de notre mission n'était pas de débarquer ici quelques centaines de filles, même si je sais à quel point vous les attendiez, mais de nous rendre sur Presno, qui connaît certaines difficultés depuis quelque temps, et de donner un nom cible au gouvernement en place, c'est-à-dire un transmetteur ACI. ACI, appareil de communication instantanée. Pardon? Intervint Seringue, un ingénieur. Tout autour de la table, les regards se figèrent. Celui que nous avons à bord est un ancien modèle, qui coûte peu ou prou un revenu planétaire annuel. Tel était du moins le cas il y a 27 ans en temps planétaire, quand nous avons quitté la Terre. On en fabrique de relativement bon marché de nos jours. Désormais, tous les vaisseaux de la flotte en sont équipés. Et si les choses s'étaient déroulées normalement, un robot nef ou un vaisseau habité serait venu en apporter un à votre colonie. Il se trouve qu'il s'agit dans votre cas d'un vaisseau habité de l'administration actuellement en chemin et qui, si ma mémoire est bonne, devrait arriver dans 9,4 années de T. « Comment le savez-vous » demanda quelqu'un, posant ainsi la question qu'attendait le commandant Young, qui répondit en souriant. « Via l'incible, celui que nous avons à bord. Monsieur Orr, c'est votre peuple qui a inventé cet appareil. Peut-être pourriez-vous en expliquer le fonctionnement à ceux ici qui ne sont pas familiers avec ces termes ?» Le Sétien ne se détendit nullement.
Je ne vais pas essayer d'expliquer au présent les principes de fonctionnement d'un ensemble, dit-il. Son effet, par contre, peut s'énoncer simplement. La transmission instantanée d'un message sur n'importe quelle distance. Un élément doit se trouver sur un corps de masse élevée, l'autre peut être situé n'importe où dans le cosmos. Depuis son arrivée en orbite, le Shackleton est resté quotidiennement en communication avec Terra, qui se trouve maintenant à 27 années-lumière de distance. L'envoi de la question et l'arrivée de la réponse ne prennent pas 54 ans, mais c'est le cas avec un appareil électromagnétique. Le temps est comme aboli. Il n'y a plus d'intervalle temporel entre les mondes. Dès que nous sommes sortis de la dilatation temporelle, Pavel, pour entrer dans l'espace-temps planétaire ici même, enchaîna le commandant d'une voix égale, on a passé un coup de fil à la maison, pour ainsi dire. Ce qui nous a permis de découvrir ce qui s'était passé au cours des 27 années qu'avait duré notre voyage. Les objets matériels restent assujettis à la distance temporelle, contrairement à la transmission de l'information. Comme vous pouvez le voir, cette nouveauté est aussi importante pour nous en tant que race interstellaire que l'a été la parole plus tôt dans notre évolution. Et cela aura le même effet, celui de rendre possible une société. Monsieur Orr et moi-même avons quitté la Terre il y a 27 ans en tant que légats de nos gouvernements respectifs, Tao 2 et Hein, dit le Pennon. Son timbre demeurait doux et poli, mais toute chaleur en avait disparu. Quand nous sommes partis, les gens parlaient de la possibilité de former une sorte de ligue entre les mondes civilisés, maintenant qu'ils avaient la possibilité de communiquer efficacement. La Ligue des mondes existe à présent, et ce depuis 18 ans. Monsieur Orr et moi-même sommes désormais des émissaires du Concile de la Ligue, ce qui nous confère certains pouvoirs et responsabilités qui ne nous incombaient pas lorsque nous avons quitté la Terre. Les trois hommes du vaisseau continuèrent à parler de toutes ces questions. Il existe un appareil de communication instantanée, il existe un super gouvernement interstellaire. Croyez-le ou non, ils étaient de mèche et ils mentaient. Cette pensée traversa l'esprit de Lyubov. Il la considéra, conclut que c'était là un soupçon raisonnable, mais injustifié, un mécanisme de défense, et la repoussa. Cependant, certains membres de l'état-major, entraînés à compartimenter leurs réflexions, spécialistes de l'autodéfense, allaient l'accepter aussi promptement que lui-même l'écartait. Il devait croire que toute personne affirmant détenir soudainement une nouvelle autorité était un menteur ou un conspirateur. Il n'avait pas plus de raison de gober tout ça que Lyubov, qui, lui, avait été entraîné à garder l'esprit ouvert, qu'il le veuille ou non. « Sommes-nous censés croire tout ça sur parole, monsieur ?» demanda le colonel Dong, avec dignité, mais aussi une pointe de pathos, car lui-même, trop brouillon pour compartimenter efficacement, savait qu'il n'aurait pas dû croire ces gens-là. Or, il les croyait quand même, et cela l'effrayait. « Non, » répondit le Sétien, « ce n'est plus d'actualité. Jusqu'à présent, une colonie comme celle-ci n'avait d'autre choix que de croire ce que lui disaient les vaisseaux du passage et les messages radiopérimés. Ce n'est plus le cas désormais. Vous pouvez vérifier. Nous allons vous donner l'en-cible destiné à Presno. La Ligue nous en a donné l'autorisation. Reçue par en-cible, bien sûr. Votre colonie est en mauvaise posture. Pire que je ne le pensais d'après vos rapports, qui sont très incomplets au demeurant. La censure, ou la stupidité, a fait son œuvre. Quoi qu'il en soit, vous allez à présent disposer de l'en-cible, qui vous permettra de communiquer avec l'administration terrienne. Vous pourrez demander des ordres, de sorte que vous saurez comment procéder. Vu les profonds changements qui se sont produits dans l'organisation du gouvernement terrien depuis notre départ, je ne saurais trop vous recommander de le faire dès réception de l'appareil. Il n'y a pas la moindre excuse pour suivre des ordres périmés, pour l'ignorance, pour l'autonomie irresponsable. Les Sétiens étaient foncièrement aigres, comme du lait tourné. Monsieur Orr se comportait là de manière autoritaire, et le commandant Young aurait dû le faire taire. Mais le pouvait-il? Quel rang un émissaire du Concile de la Ligue des mondes occupait-il? Qui est aux commandes ici? Se demanda Lyubov, qui sentit lui aussi l'envahir une vague de peur. Sa migraine était revenue sous la forme d'une sensation de compression, une sorte de bandeau étroit sur ses tempes. Il regarda les longs doigts blancs de Le Pennon de l'autre côté de la table, sa main gauche tranquillement posée sur la droite, à la surface du bois nu et poli. La peau blanche constituait un défaut aux yeux de Lyubov, au goût esthétique formé sur terre, mais la force et la sérénité de ses mains lui plaisaient énormément. Pour les Aïniens, songea-t-il, la civilisation était quelque chose de naturel. Cela faisait si longtemps qu'ils vivaient ainsi.
Ils menaient leur existence socio-intellectuelle avec la grâce d'un chat qui chasse dans un jardin, avec la certitude d'une hirondelle qui suit l'été par-dessus la mer. C'étaient des experts qui n'avaient jamais besoin de prendre une pause, de feindre. Ils étaient ce qu'ils étaient. Personne ne semblait incarner aussi bien qu'eux la nature humaine, à part peut-être les petits hommes verts, ces créates déviants, rabougris, suradaptés, stagnants, qui étaient aussi totalement, aussi honnêtement, aussi sereinement ce qu'ils étaient. Un officier, Benton, était en train de demander à Le Pennon si Or et lui se trouvaient sur cette planète en tant qu'observateurs de la... Il hésita. Ligue des mondes, et s'ils affirmaient avoir la moindre autorité sur... Le Pennon le coupa poliment. Nous sommes ici en tant qu'observateurs, nullement habilités à donner des ordres, uniquement à faire des rapports. Vous n'avez toujours de compte à rendre qu'à votre seul gouvernement terrien. Le colonel Dong en parut soulagé. Rien n'a fondamentalement changé dans ce... Vous oubliez l'incible, Interrompit Or. Je vais vous apprendre à vous en servir, colonel, dès que cette discussion sera terminée. Vous pourrez alors vous entretenir avec votre administration coloniale. Vu le caractère passablement urgent de votre problème, Dit le commandant Young, et étant donné que la Terre est désormais membre de la Ligue, ce qui a pu la conduire à modifier quelque peu le code colonial ces dernières années, le conseil de M. Orr me semble aussi utile qu'opportun. Nous devrions être reconnaissants à M. Orr et à M. Le Pennon d'avoir pris la décision de donner à cette colonie terrienne l'ansible destinée à Presno. C'était leur décision, et je ne peux que l'applaudir. Bon, il en reste encore une à prendre, et celle-là, elle me revient, en me basant sur vos appréciations respectives. Si vous avez l'impression que la colonie est en danger imminent de subir d'autres attaques massives de la part des indigènes, je peux laisser ici mon vaisseau pendant une semaine ou deux, comme arsenal défensif, et il m'est également possible d'évacuer les femmes. Il n'y a pas encore d'enfants, n'est-ce pas? Non, monsieur. répondit Gauss. Uniquement des femmes. 482 actuellement. Eh bien, j'ai de la place pour 380 passagers. On pourrait en entasser une centaine de plus à bord. La masse supplémentaire ajouterait environ une année au voyage de retour, mais ça reste de l'ordre de l'envisageable. Malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Nous devons poursuivre notre chemin jusqu'à Presno, votre voisine la plus proche. Comme vous le savez, située à 1,8 années-lumière de distance. Nous nous arrêterons ici sur le chemin du retour vers Terra. Mais ce ne sera pas avant 3 années et demie, au minimum. Vous allez pouvoir tenir le coup? Oui, Répondit le colonel, et d'autres lui firent écho. nous avons reçu un avertissement, et plus personne ne nous surprendra en pleine sieste. D'un autre côté, Intervint le Sétien. les indigènes pourront-ils tenir encore 3 années terriennes et demie? Oui, Dit le colonel, Non. contra Lyubov. Il avait observé le visage de Davidson, et une sorte de panique s'était emparée de lui. Colonel? Demanda poliment le Pennon. nous sommes ici depuis maintenant 4 ans, et les indigènes prospèrent. Il y a suffisamment de place à partager entre nous tous. Comme vous avez pu le voir, cette planète est largement sous-peuplée, et l'administration n'aurait pas entrepris sa colonisation dans le cas contraire. Et que chacun se mette bien dans la tête que les créates ne nous prendront plus par surprise. Nous avons reçu des informations erronées sur la nature de ces indigènes, mais nous sommes bien armés, et capables de nous défendre, quand bien même nous n'envisageons aucune représailles, qui sont formellement interdites par le code colonial, même si j'ignore quelles nouvelles règles ce nouveau gouvernement a pu y ajouter. Mais nous nous borderons à suivre les nôtres comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et elles s'opposent résolument aux représailles de masse et au génocide. Nous n'enverrons aucun message pour demander de l'aide. Après tout, une colonie située à 27 années-lumière de sa planète d'origine doit s'attendre à se débrouiller seule, et de fait, à vivre en autosuffisance absolue. Et je ne vois pas en quoi la CI pourrait réellement modifier cet état de choses, puisque le vaisseau, les hommes et le matériel doivent toujours se déplacer à une vitesse légèrement inférieure à celle de la lumière. On va se borner à continuer d'envoyer du bois chez nous, tout en restant sur nos gardes. Les femmes ne courent aucun danger. Monsieur Lyubov? Fit le Pennon. Nous sommes ici depuis 4 ans. Je ne sais pas si la culture humaine indigène va survivre 4 années supplémentaires. En ce qui concerne l'ensemble de l'écologie des terres émergées, je pense que Gauss me soutiendra si je dis que nous avons irrévocablement détruit les écosystèmes indigènes sur l'une des îles principales et causé d'énormes dommages sur ce sous-continent nommé Sornol. Si nous continuons à déboiser au rythme actuel, on risque de transformer l'essentiel des terres habitables en désert en moins de 10 ans. Ce n'est pas la faute du QG de la colonie ou du bureau forestier. Ils se sont bornés à suivre un plan de développement établi sur Terre sans connaissance suffisante de la planète à exploiter, de ses écosystèmes ou de ses habitants humains indigènes. Monsieur Gauss, Dit la voix polie. Eh bien, Raj, tu pousses le bouchon un peu loin.
Il est indéniable que l'île du Dépotoir, qui a subi un déboisement trop intensif en violation directe de mes recommandations, est arrangée au rayon des souvenirs. Si un pourcentage excessif de forêt est abattu dans une zone donnée, les plantes fibreuses ne se reproduisent plus, voyez-vous, messieurs. Or, le rhizostème des plantes fibreuses est le principal maintien du sol en terrain dégagé. Sans lui, le sol devient poudreux et ne tarde pas à s'éroder sous l'effet du vent et des fortes chutes de pluie. Mais je ne puis abonder dans ton sens à propos de la responsabilité de nos directives principales dans cet état de fait, tant qu'elles sont scrupuleusement suivies. Elles s'appuient sur une étude attentive de la planète. Nous avons réussi ici à Central en suivant le plan. L'érosion est minimale et le sol dégagé particulièrement arable. Déboiser une forêt n'entraîne pas nécessairement après tout l'apparition d'un désert, sauf peut-être du point de vue d'un écureuil. Nous ne pouvons pas prévoir précisément comment les écosystèmes indigènes de la forêt s'adapteront à une nouvelle ambiance forêt, prairies, champs, labourés comme celle envisagée par le plan de développement. Mais nous savons qu'il y a de bonnes chances pour que le pourcentage d'adaptation et de survie soit élevé. C'est ce que le bureau d'organisation des sols disait de l'Alaska pendant la première famine, répliqua Lyubov. Sa gorge s'était serrée, de sorte qu'il parlait à présent d'une voix aiguë, rauque. Il avait compté sur le soutien de Gauss. « Combien as-tu vu de sapins sitka dans ta vie, Gauss? Combien de hiboux des neiges, de loups, d'esquimaux? Le pourcentage de survie des espèces indigènes de l'Alaska dans leur aire d'habitation était de 0,3% après 15 ans de programme de développement. Il est de 0 désormais. Une écologie forestière est une chose délicate. Si la forêt périt, sa faune peut disparaître avec elle. Le mot hatchéen pour monde signifie également forêt. Commandant Young, même si la colonie ne court peut-être pas un danger immédiat, je propose que la planète soit... Capitaine Lyubov, l'interrompit le vieux colonel. De telles propositions ne sont pas censées être faites par des officiers spécialistes à des officiers d'une autre branche du service, mais doivent être laissées au jugement des officiers supérieurs de la colonie. Et je ne puis tolérer que vous tentiez à nouveau de donner de tels conseils sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation. S'étant laissé surprendre par son propre mouvement d'humeur, Lyubov s'excusa et s'efforça de se maîtriser, au moins en apparence. Si seulement il ne perdait pas son sang-froid, si sa foi gardait toute sa force, s'il restait pondéré. « Il nous apparaît, reprit le colonel, que vous avez commis de graves erreurs d'appréciation quant au caractère spécifique et non agressif des indigènes. Et c'est parce que nous nous sommes basés sur cette évaluation de spécialistes que nous nous sommes exposés à la terrible tragédie du camp Smith, capitaine Lyubov. C'est pourquoi je pense qu'il faut attendre l'étude d'autres ethnologues avant d'en tirer la moindre conclusion, car de toute évidence, vos théories étaient fondamentalement erronées dans une certaine mesure. » Lyubov se relaissa choir sur son siège, encaissant le coup. Que les hommes du vaisseau les voient se rejeter mutuellement la faute comme une brique brûlante, tant mieux. Plus ils montreraient de dissension, et plus ses émissaires seraient enclins à les contrôler et les surveiller. Sans compter qu'il méritait ce blâme, il s'était trompé. « Au diable mon amour-propre !» songea-t-il, tant que ça donne une chance aux habitants de la forêt. Et il fut pris d'un tel sentiment d'auto-humiliation et de sacrifice que les larmes lui vinrent aux yeux. Il avait conscience que Davidson l'observait. Lyubov se redressa, très raide, le visage brûlant, ses tempes palpitantes. Il n'allait pas se laisser regarder de haut par ce salopard de Davidson. Or, et Le Pennon, ne voyait-il donc pas quel genre d'homme était le capitaine et quel pouvoir il détenait ici, alors que celui de Lyubov, considéré comme consultatif, n'était que dérisoire? Si on laissait les colons sans autre surveillance qu'une super radio, le massacre du camp Smith servirait sans aucun doute d'excuse à des agressions systématiques contre les indigènes, une extermination bactériologique, très probablement. À son retour dans 3 ans et demi ou 4 ans, le Shackleton trouverait sur la Nouvelle-Tahiti une colonie terrienne florissante, définitivement débarrassée du problème créate. Il n'en resterait plus aucun. Quel dommage, cette maladie. On avait pris toutes les précautions requises par le code, mais il y avait dû y avoir une sorte de mutation. Il ne possédait aucune résistance naturelle, mais nous sommes quand même parvenus à sauver un groupe d'indigènes en les emmenant aux Nouvelles-Malouines dans l'hémisphère sud. Et ils se portent tous très bien, nos 62 petits singes. La conférence ne se prolongea pas très longtemps. Quand elle prit fin, il se pencha vers Le Pennon par-dessus la table. « Vous devez dire à la Ligue de faire quelque chose pour sauver les forêts, le peuple de la forêt, dit-il d'une voix presque inaudible, la gorge serrée. « Vous le devez, je vous en prie, vous le devez. » Le Haïnien le dévisagea. Son regard était réservé, bienveillant et aussi profond qu'un puits. Il garda le silence. Le nom du monde est forêt.
par Ursula Le Guin. Chapitre 3. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.